Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser un nouveau patrimoine et on va analyser le patrimoine de Pascal, 52 ans, qui est en recherche d'emploi, qui a un enfant à charge, qui a des revenus professionnels nets par an de 38 364 €, mais qui a surtout réussi à capitaliser. Là, il a 52 ans aujourd'hui et il a un patrimoine brut comme le patrimoine net, donc il a zéro dette en face, zéro crédit, de 1 151 000 €. Donc c'est un profil qui a vraiment réussi à accumuler du patrimoine au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, il est en recherche d'emploi, peut-être que précédemment, il a gagné beaucoup mieux sa vie, je ne sais pas. Mais peut-être qu'aussi qu'il a réussi quand même à investir et à bien développer son patrimoine. Donc on verra un petit peu sa gestion de budget, son patrimoine en détail, ses portefeuilles, etc. Comme objectif, Pascal, il nous a dit, son objectif, c'est indépendance financière FIRE, donc finalement vivre de son capital, vivre de son patrimoine. Il aimerait se verser 2 000 € par mois, net d'impôts, de rente passive, sans entamer le capital. Donc on verra qu'est-ce qu'on peut préconiser ici pour le profil de Pascal. Dans les questions d'ailleurs, Pascal se demande aussi comment finalement il va pouvoir changer sa stratégie de capitalisation en stratégie de rente. Dividendes, revenus passifs, donc ça on pourra en parler. Et là il soulève aussi une très bonne question, quid de la protection sociale, de la fiscalité, d'une pension de retraite incomplète, possiblement versée à partir de quel âge? Donc effectivement quand on veut vivre de son capital, des fois c'est pas aussi simple que ça, il peut y avoir des taxes en plus, je pense à la taxe Puma, il peut y avoir des avantages sociaux qu'on perd, protection sociale, etc. Donc on pourra en reparler. En tout cas, il a vraiment démarré jeune, ça a été le déclic pour lui, il a démarré jeune dès mes premiers salaires, conscient qu'il faut se prendre en main. Donc là, on voit, c'est un exemple typique de quelqu'un qui a commencé tôt et qui aujourd'hui a un patrimoine très intéressant de plus de 1 million d'euros parce qu'il a commencé très tôt et parce que la capitalisation, l'investissement lui a permis de gagner et de vraiment développer son patrimoine. Alors il a quand même fait quelques erreurs dans son parcours, notamment des défiscalisations ratées, FCP, FIP, Sofica, et il a le regret de ne pas avoir commencé la gestion passive plus tôt ou rempli le PEA au plafond au fil de l'eau. Voilà, il se questionne aussi par rapport à ses biens locatifs. Alors si on regarde un petit peu maintenant son patrimoine, Pascal c'est quelqu'un qui a quand même bien diversifié, et ça c'est à noter. C'est quelque chose d'assez important, surtout quand on commence à avoir un patrimoine assez conséquent. Diversifier, avoir plusieurs classes d'actifs, pour moi, c'est essentiel. C'est pour ça que dans ma formation LBD, au début, on parlait vraiment que de bourse. Puis au fur et à mesure, au fil de l'eau, on a quand même bien diversifié les sujets. Et aujourd'hui, c'est vraiment une formation patrimoniale parce que je suis convaincu qu'on a besoin d'une vision vraiment globale sur toutes les classes d'actifs pour vraiment pouvoir développer son patrimoine sur le long terme. Par exemple, quelqu'un qui aurait ici 1 million rien qu'en bourse, donc uniquement investi en bourse, ça pourrait faire très mal. 2008, par exemple, le S&P a perdu 50% de sa valeur. Donc là, quelqu'un qui a 1 million d'euros de patrimoine, il pourrait perdre 500 000 €. C'est vraiment colossal. Donc quand on commence à avoir beaucoup de patrimoine aussi, c'est aussi pour ça qu'il va falloir se diversifier pour finalement asseoir une certaine sécurité financière. C'est ce qu'on voit par exemple dans les portefeuilles des family office, donc des entités qui gèrent en fait les portefeuilles, les patrimoines des plus fortunés. On voit souvent un camembert, un pie chart vraiment bien diversifié, du private equity, de la dette privée, de l'immobilier évidemment, de la bourse évidemment, parfois des actifs un peu plus exotiques, etc. Donc ici Pascal, il a vraiment fait ça. Alors il a peu de liquidité vraiment dans son patrimoine, un compte courant qui a 1 000 €. Ça me paraît un peu faible. On verra après sa gestion de budget, mais pour quand même subvenir à ses besoins et ses dépenses courantes, surtout qu'il a un enfant à charge, ça me paraît peu, mais ok, hein, s'il est jamais dans le rouge, pourquoi pas. Livret A aussi, ça me paraît peu, 2 000 €. Pour moi, il faut au moins 3 à 6 mois de dépenses. Alors, on verra après ces dépenses, hein, mais 2 000 €, ça me paraît un petit peu trop peu pour cette épargne, cette fameuse épargne de précaution hyper importante quand on veut ensuite pouvoir investir et investir sur le long terme notamment. Donc, il a 70 000 € dans le PEA. Donc, effectivement, un des regrets, et peut-être ici, une des premières erreurs, c'est peut-être qu'on aurait pu mettre ce PEA au plafond plutôt qu'aller chercher peut-être d'autres enveloppes avant. Mais bon, ça reste quand même intéressant. Il y a beaucoup d'assurance vie. Et on voyait tout à l'heure que dans Généralité, il disait aussi qu'un de ses objectifs, c'était à long terme la transmission. L'assurance vie, ça peut être super intéressant parce qu'on a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire qui peut être très intéressant en termes de succession.
Donc pourquoi pas. Le compte titre aussi, lorsqu'on veut faire une donation, ça peut être intéressant parce que ça purge les plus-values. Bref, on a aussi de l'immobilier, donc résidence principale, immobilier locatif. Donc très intéressant, on voit qu'il a aussi fait de l'immo locatif. J'imagine qu'avant, il avait fait du crédit aussi, et c'est aussi ça qui a permis de développer son patrimoine, le fameux effet de levier. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien en crédit en face, donc il a un patrimoine net qui est égal à son patrimoine brut. Bravo à lui, franchement, d'avoir réussi à construire ce patrimoine. Donc on a aussi des SCPI pour investir en immobilier passivement, du private equity, 34 000 euros, du crowdfunding, donc j'imagine du crowdfunding immobilier, de l'or. Alors, il a des timbres, philatélie, il fait de la collection de timbres. Ok, très intéressant. Il a aussi start-up, PME, élevage et patrimoine. Ok, un petit terrain, 8 000 euros, 500 euros de crypto, voiture, et puis autre actif. Donc, il a aussi, là, c'est surtout des produits de défiscalisation. Donc, Sofica, c'est pour financer l'industrie du cinéma. GFV et GFF, c'est des groupements fonciers, forestiers et viticoles. Donc on voit son patrimoine qui est quand même bien éclaté dans plusieurs poches, et ça je trouve ça vraiment très intéressant. Pour moi c'est vraiment essentiel. Donc on voit que la majorité c'est en immobilier locatif. Ensuite c'est l'assurance vie avec les unités de compte. Pas mal de fonds euros quand même, à 145 000 euros de fonds euros. Peut-être qu'il y a quelque chose à exploiter ici. Mais ce qui est intéressant à noter quand même, c'est que pour quelqu'un qui a de l'immobilier, on n'a pas cette fameuse part de l'immobilier qui prend 50% du patrimoine. Donc franchement, c'est très bien réparti, je trouve. En tout cas, c'est un profil très intéressant. Donc si on enlève l'immobilier, voilà, on voit l'assurance vie qui pèse vraiment beaucoup, puis les SCPI et le PEA. On a aussi les startups aussi, un peu de private equity, etc. Et puis, eh bien, c'est un des premiers patrimoines qu'on voit dans cette série où eh bien, on a plus de placements financiers que d'immobilier finalement. Vraiment beaucoup de liquidités quand même, 148 000 euros. Autant il a presque rien sur les livrets A, compte courant, autant en fonds euros, il a vraiment mis le paquet en fonds euros. Alors si on regarde un petit peu maintenant sa gestion de budget, donc on voit qu'il a des revenus professionnels de 1 600 euros par mois. Il a des revenus immobiliers, donc grâce à son immobilier locatif, des revenus des SCPI, un petit peu de crowdfunding et puis un petit peu d'autres revenus. Globalement, il gagne autour de 3 197 euros par mois. Et puis, en termes de dépenses, alors les dépenses contraintes, donc c'est assez classique, je dirais. Hein. Assurance, électricité, alimentation, voilà, il n'y a pas de crédit, donc pas de remboursement de crédit. Des charges locatives, évidemment, voilà, enfants, frais divers. Concernant les dépenses courantes, donc 20 euros d'habillement par mois, transport, loisirs, logement, santé. Donc logement, il a sa résidence principale, donc a priori, il n'y a pas de grosses charges en face de ça. C'est plus au niveau de la taxe foncière ou des éventuels travaux, vacances, voilà, des dépenses en espèces et puis quelques autres dépenses courantes. Donc globalement, on a des revenus, donc 3 197 euros, dépenses contraintes 1049, donc un reste à vivre de 2 148 euros par mois. Et puis ensuite des dépenses courantes, ce qui porte sa capacité d'épargne à 1 125 euros par mois, ce qui est quand même très intéressant, 14 700 euros par an. Donc on voit que ces dépenses contraintes, ça représente 32% de ses revenus, 28%, 29% pour les dépenses courantes et 38% pour son épargne. Donc on a quand même un très joli taux d'épargne, 38%, sachant qu'en face, ben, voilà, il a quand même un enfant à charge, etc. Donc non, franchement, c'est plutôt bien géré. Il n'y a pas trop de grosses fuites, je dirais, au niveau de la gestion de budget. Alors maintenant, si on s'intéresse un petit peu à son portefeuille financier, donc concernant les ETF et les fonds de placement qu'il a. Donc il a pas mal d'ETF, il a 91 000 euros d'ETF. Il les a tous mis dans son assurance vie, a priori. Donc pour le PEA, on verra après, mais il a réservé ça à son stock picking d'actions PEA, d'actions européennes. Concernant les ETF, je trouve qu'il y a beaucoup d'ETF pour des stratégies qui sont assez similaires. C'est-à-dire que voilà, c'est du World, c'est des indices larges. Alors il y a beaucoup quand même sur le Nasdaq, 27% c'est sur du Nasdaq 100, qui est un indice qui reprend les 100 plus grosses entreprises du Nasdaq. Et dedans, il y a essentiellement de la technologie, donc un peu plus de 50% sur le secteur technologique. Donc effectivement, c'est un ETF assez offensif, je dirais. Pour autant, c'est un ETF aussi qui peut faire très mal. En 2000, on a vu le Nasdaq perdre 80% de sa valeur parce que le secteur technologique s'est complètement effondré. Mais en même temps, ça peut amener des perspectives de performance élevées. Il y a un couple qui ne divorce jamais, c'est le couple
rendement, risque. Donc, bon, pourquoi pas. Après, moi, je suis pas hyper fan pour aller chercher de la performance de se concentrer sur un secteur. Pour aller chercher de la performance, moi, je suis plus attiré par les facteurs, notamment les facteurs Smart Beta, qui permettent en fait de prendre un biais, non pas en termes de secteur ou de géographie, mais un biais en termes de stratégie d'investissement. Et les facteurs Smart Beta, ils sont assez backés par la science et les études, et c'est notamment le modèle à 5 facteurs de Fama et French, un modèle en fait qui montre pourquoi certaines actions performent plus que d'autres, et sur quoi on pourrait s'exposer pour s'attendre à plus de performance que sur d'autres actions. Et ça, c'est permis par ces facteurs-là. Et voilà, moi, je suis plus axé, non pas à aller chercher de la performance via des thématiques, mais plus à aller chercher de la performance grâce à ce genre de facteurs ou ce genre de stratégie. On a aussi des stratégies de timing qui peuvent fonctionner, au lieu d'aller chercher donc de la performance et beaucoup de risques pour moi. Et puis, une surperformance qui manque de preuves. Quand on essaie de surperformer en sélectionnant un angle, une thématique, c'est quelque chose qui est très difficile à faire et souvent c'est contre-productif. Souvent quand on s'axe sur une thématique, on finit par sous-performer le marché parce que cette thématique, soit elle était overpricée au début et du coup on l'a payé trop cher, soit finalement les investisseurs ne se rendent pas compte qu'il y aurait une opportunité sur ça. Donc là, on voit pas mal de choses qui sont au niveau des secteurs technologiques. Par exemple, ici, le MSCI World Information Technologie, le Nasdaq 100. On a aussi donc de la thématique un peu sur voilà, la consommation discrétionnaire, sur la santé, etc. Encore sur la technologie ici. Voilà. Donc on a 35% du portefeuille financier qui est investi en ETF. Ensuite, on a 27% du portefeuille financier qui est investi en actions individuelles. Donc là, on a des actions essentiellement françaises. Alors, on a 2 ETF qui ont été émis ici quand même parce qu'ils sont sur PEA. Et voilà, globalement, on a Stellantis, L'Oréal, Capgemini, Sanofi, FH, Vinci, Air Liquide, LVMH, Total Energy. Voilà, ce sont des actions en bon père de famille, je dirais, françaises. Évidemment, je ne suis pas hyper enthousiasmé non plus sur ce genre d'action. Pourquoi? Parce que là, on a vraiment une géographie qui est la France. Si la France, du point de vue politique, législatif ou économique, est impactée, là, il y a tout le PEA qui est impacté. Donc ça peut faire assez mal en termes de diversification géographique. On est quand même sous-optimisé, je trouve, ici. Puis ensuite, on a des actions quand même qui sont très populaires. LVMH, Air Liquide, Total, tout PEA de stock picking, de particulier qui commence un petit peu en bourse va mettre ce genre d'action dans son PEA. Évidemment, je ne suis pas hyper fan de ça. Déjà, Total Energy, c'est une action qui, sur les 10 dernières années, a plutôt sous-performé le CAC 40. Il y a de très beaux dividendes, certes, mais en face, si le prix de l'action ne monte pas plus que ça, on peut avoir une action qui sous-performe. Total Energy, pour moi, c'est aussi une action où il y a beaucoup de problématiques dans son secteur actuellement. Et ça va être difficile pour elle, même si elle fait des records aujourd'hui de chiffre d'affaires, etc., difficile pour elle de voir un avenir vraiment glorieux pour cette entreprise. Voilà, je trouve qu'elle est surcotée par rapport à ce qu'elle apporte vraiment, par rapport par exemple à sa sous-performance. Je suis pas très all-in sur Total Energy, voire pas du tout. LVMH et Air Liquide, c'est aussi 2 actions beaucoup aimées par les gens qui font du stock picking sur PEA. Là aussi, je suis pas très emballé non plus. C'est des PER qui sont assez élevés. C'est des entreprises qui sont quand même très fortement valorisées, je trouve. On parlait tout à l'heure des facteurs Smart Beta. Moi, il y a un facteur que j'aime pas mal. C'est le value. Et c'est le value surtout sur les small caps. Donc, on est un peu en contradiction ici avec cette philosophie où là, on est vraiment sur des large caps, c'est-à-dire des grosses boîtes. Et on n'est pas sur de la value, on est plutôt sur du growth. Donc, des actions plus croissance. En tout cas, des actions qui sont assez fortement valorisées, quoi. Benjamin Graham, dans son livre, disait que un PER moyen, c'est autour de 15. Donc là, si on est à des PER de 20, 25, voire 30, c'est plutôt des actions fortement valorisées. Donc voilà un peu pour son portefeuille PEA. Il n'y a quand même pas beaucoup de lignes. Pour moi, c'est pas la stratégie à privilégier ici en bourse, en tout cas, de mon point de vue. Ensuite, on a d'autres placements financiers, donc 37%, avec beaucoup des SCPI. Donc les SCPI, ça représente 65 000 € ici. On a ensuite des SCI, des sociétés civiles et des produits structurés. Alors, concernant les SCPI, on voit qu'il les a mis en assurance vie. Ces assurances vie, c'est Boursorama, Alta Profit, Fortuneo, Digital Vie, Edios, Mes Placements Liberté, Quorum Life. Ce qu'il faut faire attention quand on investit en assurance vie sur des SCPI, c'est premièrement quels sont les frais associés, frais de gestion. Il faudra aussi payer
les frais propres à la SCPI. Deuxièmement, c'est est-ce que l'assurance vie sur laquelle on investit, elle nous reverse 100% des loyers ou pas? Il y a beaucoup d'assurances vie qui reversent que 85% des loyers. Donc déjà, on se prend des frais de gestion en plus par l'assurance vie. On nous prend en plus une partie des loyers. Et dernière chose, c'est quelle est l'offre en SCPI. Si on a en plus des SCPI qui ne sont pas parmi les meilleurs du marché, eh bien, tout ça fait que ça peut être un investissement très néfaste, les SCPI en assurance vie. Au contraire, si on choisit la bonne assurance vie, les bonnes SCPI, qu'on a 100% des loyers reversés, là, je trouve que ça peut être très intéressant. Par exemple, l'assurance vie de chez Corum, il y a 0 frais de gestion en plus et elle permet de récupérer 100% des loyers, mais ça va même plus loin, elle vous reverse 100% des loyers bruts de fiscalité étrangère. Il y a 0% qui sont pris sur la fiscalité étrangère à la source. Donc c'est quand même hyper intéressant. Alors je suis moins fan de XL et Eurion que je suis fan d'Origine, mais ça peut être super intéressant. Alors ici pour les autres SCPI, ouais, c'est des SCPI qui sont assez bien connus. Activimo, Épargne-Pierre, ouais, c'est 2 très bonnes SCPI à mon sens. Alors nous en interne, on a un fichier un peu qui classe toutes les SCPI. C'est vrai que après pour le reste de ces SCPI, donc Efimo, Rivoli, Primo-Pierre, c'est des SCPI où il s'est passé quand même des choses. En 2023, Efimo a perdu 10%, Primo-Pierre 13%, Rivoli Avenir, je crois qu'elle est aussi assez mal notée sur notre sheet interne d'analyse des SCPI, baisse de 12% en 2023. Pas parce qu'il y a eu des baisses que ce sont des mauvaises SCPI, mais ce sont plutôt des mauvaises SCPI parce que souvent elles sont très endettées, elles sont peu agiles, c'est-à-dire qu'elles vont investir dans des bureaux à Paris parce qu'elles sont contraintes au lieu d'aller chercher des opportunités en Europe ou ailleurs, ou là où il y a vraiment des opportunités. Et c'est des SCPI aussi qui, historiquement, n'ont pas amené les meilleurs rendements du marché. Je suis un peu moins fan sur certaines de ces SCPI ici. Alors ensuite, il a des SCI, des SC, des sociétés civiles. Alors moi, je suis assez dubitatif. Il faut toujours analyser en profondeur ce qu'il y a dans ces véhicules d'investissement comme des SCI. Parce que souvent, on a un empilement des frais qui fait que ça peut être vraiment, vraiment désavantageux. Dans le sens où une SCI peut, à l'intérieur, investir dans des fonds d'investissement ou dans d'autres SCPI. Et en gros, on va avoir la SCI qui facture des frais de gestion, qui investit elle-même dans des SCPI ou d'autres fonds, qui eux-mêmes facturent des frais de gestion, etc. Et avec cet empilement de frais, on peut avoir des performances qui sont vraiment assez dégradées. Donc en général, ce qu'on préfère faire, c'est avoir que des pure players, c'est-à-dire si on veut faire de l'immobilier passif, on prend directement la SCPI. On ne prend pas une SCI qui va investir dans une SCPI, etc. Si on veut faire de la bourse, on prend directement un ETF. On ne prend pas par exemple un OPC qui va investir à la fois dans l'immobilier et aussi de la bourse, mais du coup qui va facturer des frais en haut et aussi des frais en bas. Ensuite, il y a un petit peu de produits structurés. Donc il y a autour de 14 000 € investis en produits structurés. Là aussi, il faut vraiment aller regarder les petites lignes parce que souvent, il y a des frais qui sont limite cachés. C'est des frais qui peuvent être très insidieux dans le sens où les produits structurés, en fait, c'est des produits qui sont créés à partir d'options et d'obligations généralement. Et il y a un sous-jacent. Ça peut être un indice boursier, par exemple le MSCI World ou le S&P 500 ou le CAC 40, imaginons. Mais ce que le commercial, le banquier va pas forcément dire quand il va vendre son produit structuré, c'est que le sous-jacent, c'est pas le CAC 40. C'est le CAC 40 sans dividende, par exemple. Ou c'est pas le CAC 40, c'est le CAC 40 avec un decrement de 5% par an. Donc on enlève 5% de la performance à chaque fois, tous les ans, au CAC 40. Voilà, ça pour dire que c'est construit en fait d'une certaine manière que eh bien, les banques finalement elles soient gagnantes et faut vraiment regarder les petites lignes et les garanties et les frais, etc. pour se rendre compte de est-ce qu'un produit structuré est vraiment intéressant pour moi ou pas. Et en général, encore une fois, on va préférer les pure players, c'est-à-dire au lieu d'avoir un produit structuré qui va mélanger des options, de la bourse, des obligations et qui va être très complexe, eh bien on va jouer plus sur un ETF pour le côté offensif. Et si on veut aussi du côté défensif, ben on va prendre des SCPI ou on va prendre autre chose. Mais un produit structuré, ça peut être complexe et ça peut cacher des choses qu'on ne se rend pas compte au début. Derrière un petit peu les performances des fois affichées, ah oui, vous allez voir, vous allez toucher 10% de dividendes tous les ans. Ah oui, d'accord, c'est très joli, mais si de l'autre côté, je perds 10% aussi de mon investissement tous les ans, eh bien je gagne 0. Avant qu'on parle du portefeuille financier de Pascal, d'ailleurs, vous pouvez télécharger aussi ce tableur gratuitement. Le lien est en description si vous voulez analyser votre propre patrimoine et si vous voulez aussi potentiellement que nous, on en fasse une vidéo. Alors Pascal, il nous a aussi envoyé son Finari. Et sur Finari, on peut faire une petite simulation, par exemple, si on met son épargne mensuelle donc de 1 225 €
par mois sur 10 ans. On peut voir qu'au bout de 10 ans, Pascal peut s'attendre à un patrimoine autour de 1,8 million, avec donc 147 000 euros de contribution et puis pas mal de plus-values générées. Et d'après Finari, son patrimoine lui rapporte aujourd'hui à peu près 4,39% par an. Donc sur l'ensemble du patrimoine, ça fait quand même de grosses plus-values effectivement en 10 ans, 632 000 euros ici générés. Et donc si on reprend les questions de Pascal, sa question initialement c'était comment je vais pouvoir me verser 2 000 euros par mois net grâce à mes investissements. Première erreur à ne pas faire, c'est se verser des rentes grâce aux dividendes en bourse. Voilà, on le sait, les dividendes c'est vraiment très inefficient fiscalement, surtout en phase de rente où on va vraiment payer 30% sur de grosses sommes à chaque fois, donc la fiscalité peut être très importante, enfin, surtout si on est sur compte titre. Donc ça, on l'a vu plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, j'ai aussi des articles à ce sujet, à voir pourquoi c'est pas efficace et comment faire plutôt pour vivre de son capital. À noter aussi que quand on commence à vivre de son capital, il faut réussir à être flexible. Et il y a une stratégie qui est très importante à mettre en place, ce sont les retraits dynamiques. Donc être flexible en fonction du marché boursier et pas retirer, en tout cas pas trop retirer lorsque les marchés baissent et pouvoir retirer allègrement, en tout cas un petit peu comme on veut selon nos objectifs quand les marchés sont plutôt en phase haussière. Donc ça c'est très important d'appliquer la stratégie des retraits dynamiques. Ensuite Pascal, ici une bonne chose pour sa phase de rente, c'est qu'il a déjà une partie qui est plutôt sur du rendement. Je pense notamment à son immobilier. Donc l'immobilier locatif et ses appartements. Je pense aussi à ses SCPI, donc qui vont lui générer des revenus assez passivement. Donc ça, c'est très intéressant en phase de rente, pouvoir avoir des revenus qui tombent de manière passive et de manière très régulière. Ensuite, concernant son assurance vie, donc peut-être qu'il y a un arbitrage qui est possible, surtout au niveau de son fonds euro, pour passer plus sur des produits de rendement pour sa phase de rente. Sinon, concernant l'assurance vie, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait plus conserver, surtout s'il a un objectif de transmission de patrimoine. Ce qui peut être par contre intéressant de toucher, ça va être le PEA. Il n'est pas très intéressant en termes de transmission, et il est plus intéressant en termes de capitalisation et en termes de consommation ensuite. Donc le PEA, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc ce qui serait possible de faire, c'est arbitrer peut-être un petit peu vers des produits un peu plus de rendement. Ensuite, clairement, il faut faire attention à la taxe PUMA, c'est-à-dire ne pas avoir que des revenus venant du capital. Sinon, fiscalement, cette taxe, elle peut faire vraiment assez mal. Qui, je le rappelle, est appliquée si on gagne en termes de revenus du capital plus de 50% du PAS, donc c'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc c'est si on gagne plus de 23 184 euros venant du capital, c'est-à-dire plus que 1 932 euros par mois, et que dans le même temps, vous gagnez grâce à vos revenus professionnels cette fois-ci, moins que 20% du PAS. Et 20% du PAS, ça fait 9 273 euros par an, et par mois, ça fait 772 euros. Donc pour échapper à la taxe PUMA, vous avez deux choix. Soit vous gagnez moins de 50% du PAS grâce au capital, soit vous gagnez grâce à vos revenus professionnels plus que 20% du PAS. Je trouve que c'est la solution la plus adaptée, donc garder un emploi, garder en tout cas des revenus professionnels pour du coup échapper à cette taxe, mais aussi valider ses trimestres, mais aussi avoir cotisé et avoir la sécurité sociale, etc. Donc garder peut-être une activité à temps partiel ou en fonction de votre situation. Alors il y a certaines personnes aussi, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont une holding patrimoniale pour vivre de leur capital et pour être vraiment rentier. La holding patrimoniale, donc c'est une société qui va détenir par exemple des SCI pour investir en immobilier, qui va peut-être détenir aussi une activité opérationnelle avec une SAS ou une autre forme de société. Et avec cette holding, quand vous êtes propriétaire de cette holding, vous allez aussi pouvoir vous mettre, dirigeant de la holding. Et comme vous allez être dirigeant de la holding, vous allez avoir un salaire, des revenus donc professionnels, et elle va aussi pouvoir vous payer des dividendes si vous voulez avoir plus d'argent. Donc ça permet d'échapper à la taxe PUMA et ça permet de bien arbitrer son patrimoine. Personnellement, c'est ce que je fais. J'investis beaucoup maintenant en société, j'investis aussi du coup via ma holding. Et comme ça, moi, je peux arbitrer, je peux me rémunérer si j'ai besoin en tant que dirigeant et réinvestir dans la boîte ou me verser des dividendes pour investir en perso, etc. Enfin, je fais un petit peu ce que je veux et ça permet vraiment de piloter le patrimoine donc avec une partie pro et une partie perso. Et ça, c'est un petit peu le schéma ultime pour le rentier, je pense. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger ce tableur gratuitement pour pouvoir analyser vous-même
votre propre patrimoine et aussi vous pourrez, eh bien, si vous le voulez, me l'envoyer si vous voulez eh bien, que j'analyse votre propre patrimoine dans une vidéo. C'est le premier lien en description, c'est gratuit, n'hésitez pas à le télécharger si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire un petit peu qu'est-ce que vous en avez pensé, comment vous voyez les choses, si vous voulez devenir vous aussi rentier ou est-ce que vous garderez eh bien, une activité professionnelle à côté ou est-ce que vous êtes plutôt en mode holding patrimonial ou est-ce que voilà, vous voulez simplement eh bien, toucher des revenus complémentaires à la retraite grâce à votre capital, ce qui est déjà très bien et mieux que la très grande majorité des gens qui préparent pas malheureusement leur retraite et on va vraiment vers un système de plus en plus par capitalisation où il y a vraiment besoin que vous-même vous prépariez votre retraite. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On est bientôt 100 000 abonnés, ça va être super, on fera d'ailleurs une FAQ, je pourrai répondre à toutes vos questions. Encore une fois, si vous voulez télécharger ce tableur, le lien est en description, c'est gratuit et puis on se dit à la prochaine.